Bonjour à tous et bienvenue dans ce live Optimum Capifrance avec Se Loger. Merci d'être avec nous, d'être aussi nombreux à nous suivre aujourd'hui. On est ensemble pour 1 heure. On va parler de l'état du marché immobilier, du partenariat Se Loger Capifrance Optimum. On va parler des enjeux locaux pour ces 2 grands acteurs de l'immobilier et puis de beaucoup de choses. Vous allez pouvoir intervenir en direct, nous poser vos questions et on y répondra à la fin de ce live. Donc, je suis Ariane Artignan, fondatrice de MySuite Immo, je suis journaliste et je suis aujourd'hui avec Olivier Colcombet, président, patron de Capifrance et Optimum. Bonjour. Bonjour Ariane, bonjour à tous. Et Baptiste Capron, directeur général de Se Loger. Bonjour. Bonjour à tous les deux et bonjour à tous. Alors ça y est, les présentations sont faites. On va pouvoir démarrer tout de suite. Le marché immobilier, il se porte de mieux en mieux. Il y a une réelle embellie. On va essayer d'en parler ensemble, de faire le tour du sujet. Olivier, pour démarrer, comment vous ressentez cette amélioration de la conjoncture ? Eh bien, je ne reviendrai pas sur le début de l'année 2024, qui était assez laborieuse. En revanche, depuis le dernier trimestre de l'année 2024, on voit une reprise. Et cette reprise s'est accélérée depuis le mois de janvier, avec des mois qui ne se ressemblent pas, mais qui sont tous en croissance, avec une particularité, c'est un léger retour de hausse de prix. Et donc, on a globalement une croissance en euros qui est comparable à la croissance en unité de biens vendus. Donc, on repart en croissance et je pense qu'on va terminer le fin avril, les 4 premiers mois de l'année, à plus 17, plus 20 de croissance sur le marché, ce qui est une belle performance pour le groupe Digitereux et ses 2 marques Capifrance et Optimum. Donc croissance des ventes. Croissance des ventes en unités et en euros. Merci Olivier. Baptiste, comment elle se manifeste? Comment vous la mesurez, vous, la reprise? On le voit via les transactions qui se font sur nos sites. Évidemment, la reprise des demandes de contact acquéreurs, parce que c'est évidemment ce qui intéresse, je pense, tous les gens qui nous écoutent, et puis le marché de manière générale. Ce qu'on remarque, et je souscris totalement à ce que vient de dire Olivier naturellement, c'est qu'on a 800 000, on vient de franchir les 800 000 transactions sur les 12 derniers mois. Je rappelle que l'année dernière, c'était plutôt 750, donc il y a une vraie croissance. Ce qu'on remarque aussi, c'est que le marché se fluidifie. Qu'en fait, quand on regarde le temps pour vendre un bien, on a gagné à peu près 1 semaine depuis 6 mois, 4 jours depuis le début de l'année. Donc on voit que le vendeur rencontre de plus en plus l'acquéreur. Alors parfois, les discussions sont toujours un peu longues par rapport aux années passées. Mais c'est un marché qui se fluidifie, ça se transcrit aussi par une évolution positive dans certaines villes, du prix au mètre carré. Donc je pense à Paris, mais aussi, d'ailleurs, nous y sommes à Montpellier, ou à d'autres villes du sud de la France comme Bordeaux. Mais cependant, il y a 2 vitesses, puisqu'il y a certaines villes où c'est encore plutôt en recul. Je pense à Nantes notamment, ou Nice. Donc voilà, donc il y a des signaux qui sont hyper positifs. On parle beaucoup de frémissement depuis 9 mois, 12 mois. Je pense que là, on y est pour de vrai. Bon, ça frémit, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on revient de très loin. On est à 800 000, on va peut-être finir à 850, 880. C'est ce qui se dit. Mais on était à 1,2 million il n'y a pas si longtemps que ça. C'est toujours pareil. Nous, on a des KPI qui sont d'année en année. Et donc, on a une très belle période en ce début d'année 2025 versus la même période l'année dernière. Qui, je rappelle, mars 2024, c'était le pire des mois. Et donc, mars 2025, on a fait un mois record en progression versus N-1. Alors, bien évidemment, nos amis vont se poser la question du pourquoi. C'est très, très drivé par les taux d'intérêt, bien évidemment. Avec 2 notions qui prédominent. La première, c'est le retour des primo-accédants, parce que, bien évidemment, les taux ayant baissé, et on est aujourd'hui à 3% à 20 ans et un beau dossier peut signer à 2,80. Donc on a vraiment une baisse de taux et donc une baisse du coût de la dette et donc une facilité, une aisance à aller acquérir un bien immobilier. Pourquoi cette facilité? Parce que tous les Français ont gardé un très très gros appétit pour la pierre. Il n'y a pas de baisse d'intérêt. Il y a 4-5 ans, on disait les nouvelles générations sont moins intéressées. Mais pas du tout. Toute génération veut investir. Donc, pour les nouveaux entrants, les primo-accédants comme on les appelle, il y a aussi le PTZ. Le PTZ qui a été fortement relancé dans des conditions plutôt favorables. Et donc, ils sont présents et ils ont de l'appétit. Bon, un petit warning, comme vous avez peut-être pu le constater dans la presse, c'est qu'aujourd'hui, l'État a prévu la même enveloppe de PTZ en 2025 qu'en 2024. Ce qui veut dire que très très rapidement, le PTZ, les enveloppes seront consommées.
Et les deuxièmes sur lesquels je voudrais accentuer, c'est les secondo-accédants. Il s'avère qu'avec un taux à 1,20, je ne sais pas, il y a 5 ans, et un taux à 3,50 il y a quelques mois, si vous vendiez votre T1, votre T2, vous pouviez à peine racheter un T1 ou T2 avec le même endettement. Résultat des courses, ça a complètement figé le marché. La baisse des taux permet à ceux qui veulent s'agrandir parce qu'ils ont un heureux événement ou que sais-je, eh bien, ils ont la possibilité aujourd'hui de vendre leur première acquisition. À qui? Bien évidemment aux primo-accédants qui sont plus intéressés et plus moteurs, et eux s'agrandir. Donc on voit que une espèce de dégel du marché qui nous est très favorable. On reste prudent parce que la politique internationale est sur certains angles inquiétante, mais on a la chance d'avoir des citoyens très très moteurs et à gros appétit d'achat. Baptiste, vous partagez l'analyse. Il y a aussi un retour, un appétit des banques aujourd'hui à prêter au-delà de la baisse des taux, ils s'étaient retirés du marché. On a de la chance parce que c'est un produit d'appel en France pour les banques. Donc les taux sont plus bas que dans d'autres pays, malgré notre situation qui est, on va dire, débattable du point de vue de la dette. Donc ça permet d'avoir des taux qui restent bas et qui en fait, engendrent les mouvements de marché dont parlait Olivier. Je pense qu'après, il ne faut pas regarder les 800 000 par rapport à 1,2 million. Je pense que c'est une bêtise. Ça, c'est déprimant. En fait, quand on regarde 800 000 sur les 15 dernières années, et peut-être 860, peut-être 900, etc., dans les futures années, c'est pas si mal. Ouais. C'était des années exceptionnelles, portées par une conjoncture exceptionnelle, notamment au niveau du crédit. Je ne pense pas qu'on revienne à ces niveaux-là. Donc il faut juste inscrire cette croissance et tout le comportement des acteurs. Et nous, en tant que premiers pourvoyeurs de demandes de contact qualifiés en France, il faut à tout prix qu'on arrive à s'inscrire dans cette trajectoire, parce que c'est comme ça que le marché va se configurer. Je prends aussi le neuf comme exemple, parce que je pense aussi que Capi et Optimum investissent dans le neuf. C'est un marché qui a été très sinistré l'année dernière. On voit qu'il repart. Une petite fenêtre avant les municipales qui, en général, frisent un peu les permis de construire. Et donc, on voit aujourd'hui que, typiquement, il y a beaucoup de programmes qui se lancent. Je pense à l'Île-de-France, mais je pense aussi dans certaines régions, autour de Toulouse, dans l'Hérault, etc., malgré la fin du Pinel et à cause des dispositifs comme le PTZ dont Olivier parlait. Donc, il y a beaucoup, je pense, d'opportunités à saisir quand on se concentre en tant qu'agent ou en tant que conseiller sur le marché aujourd'hui. Oui, effectivement. Et pour rebondir sur le neuf, Ariane, nous, on a décidé dans les phases délicates d'investir et surinvestir. Et on vient de prendre 2 décisions importantes. On a un directeur des filières donc, qui couvre le neuf, qui nous a rejoint 1er mai, c'est très récent, ancien CGP spécialiste du neuf. Donc on investit sur ce segment de marché. Et en parallèle, on a signé avec un très beau partenaire qui s'appelle Otari, qui permet d'avoir accès, de digitaliser 100% du parcours d'acquisition depuis la dénonce jusqu'à la signature des biens, des 25 000 biens neufs qu'on met à la vente en partenariat bien évidemment avec tous les promoteurs. Donc ça c'est important de se préparer pour la reprise. La reprise du neuf très significative sera effectivement plutôt pour 26-27, le temps de déboucler les permis et de voir les biens sortir, mais comme on est en VFA, en vente en état futur d'achèvement, on prend des options plus tôt et c'est ce qui commence à frémir. Et est-ce que ça frémit aussi au niveau de l'investissement locatif? Alors, je m'aventure à répondre. Déjà, l'investissement locatif a vraiment pris un coup dans l'aile en France parce que la crainte, on ferait à peu près sur tous les critères, il y a une épée de Damoclès qui est pendue au-dessus de la tête des bailleurs. Il y a eu les DPE, les investissements. Là, vous avez vu que MaPrimeRénov' vient de prendre un shoot, elle est gelée jusqu'au mois de septembre, où l'État doit prendre position. Donc on voit que des obligations de rénover, et puis qui sont quand même très drastiques, là, puisque les G sont plus louables depuis janvier 2025. Là, la MaPrimeRénov' qui stoppe, elle sera certainement débouclée, mais dans quelles conditions, on n'en sait rien. Enfin, on voit que des difficultés, bien évidemment, pour encaisser le loyer ou pour retrouver son bien en bon état. Et ce ne sont pas que des clichés. Il y a une partie, bien évidemment, mais non. Donc aujourd'hui, il est quand même difficile. Il faut savoir que 66% des propriétaires bailleurs privés sont des retraités, dont l'objectif est de compléter leur retraite. Ils étaient artisans, commerçants, ils ont investi dans un bien pour compléter leur retraite. Quand on leur dit il va falloir mettre 20 30 000 euros pour rénover un bien qui est une passoire thermique, et on plombe en réalité leur quotidien. Donc la partie là est assez lourdement chahutée. Il n'en demeure pas moins que dans l'ancien, s'il y a de gros travaux, tant que, et ça c'est le deuxième épée de Damoclès très très lourde,
tant que je peux être en LMNP, j'ai la possibilité de déduire l'amortissement de mon bien. Je suis un peu rattrapé dorénavant, comme vous le savez, au moment de la cession, puisqu'on ne va pas tenir compte de l'amortissement. On va tenir compte de l'amortissement pour calculer la plus-value. Donc si je garde le bien 20 ans, j'aurai une plus-value assez salée. Il s'avère que, année après année, ma rentabilité est assez basse, mais surtout, le fait d'amortir vient défiscaliser sérieusement l'investissement que j'ai fait et je me constitue un patrimoine. Donc on voit que c'est plus compliqué, mais il y a encore des niches et ces niches sont très intéressantes. Il faut aller les chercher et je vous invite à les proposer, bien évidemment, à vos propriétaires. Baptiste, qu'est-ce qu'ils disent vos indicateurs sur l'investissement locatif? Je pense que je souscris à ce que vient de dire Olivier. Il y a un sujet qui est important pour nous, qui est sur la rénovation énergétique, parce que souvent on va avoir des opportunités d'investissement qui sont associées à cela. Il y a des contraintes supplémentaires qui ont été imposées à partir du 1er janvier, comme chacun sait, sur les investisseurs qui destinent leurs biens à la location. Donc il faut qu'on prenne ça en compte. Je pense que le vrai sujet, c'est de connecter tout cet écosystème, et ça c'est notre rôle en tant que plateforme référence à tous en fait, les artisans, qui à mon avis ne sont pas encore assez nombreux et structurés pour assurer la rénovation des biens. Et deux, il y a un enjeu d'éducation, et je dirais même de calcul et d'optimisation, parce qu'en fait c'est une opportunité pour énormément de monde. Je ne pense pas qu'elle soit totalement bien saisie, c'est parce que l'information n'est pas transparente, mais aussi qu'on sait mal calculer finalement ce que peut coûter la rénovation d'un bien et le bénéfice attendu. Et je pense que de ce point de vue-là, nous, on essaie de développer pas mal de solutions en ce moment pour combler les attentes des acquéreurs, évidemment, et puis de nos clients et de tous les gens qui font tourner l'immobilier sur le terrain, les conseillers, les agents. Olivier, vous aimez à dire que la reprise, elle profite plus aux mandataires qu'aux agences traditionnelles. Vous aimez les chatouiller, les agents traditionnels? Alors, je n'ai pas vocation à les chatouiller. Je fais un constat aujourd'hui, et qui plus est en période de crise, il est beaucoup plus compliqué de trouver un équilibre financier quand on porte les frais fixes d'une agence. Elle a ses bénéfices, mais je crois que ses charges sont supérieures aux bénéfices. Donc ça, c'est mon premier constat. Ensuite, nous avons la chance dans le groupe d'avoir des patrons, quel que soit le statut d'auto-entrepreneur ou EIRL ou que sais-je, et eux travaillent en autonomie et travaillent pour eux. Donc, ils ont tendance à surinvestir, et quand le marché est plus dur, ils passent plus de temps, ils travaillent plus, ils appliquent plus les méthodes, et donc ils vont chercher ce marché qui s'est un peu réduit, c'est un peu un raisin sec, mais ils le trouvent parce qu'ils y vont fortement. Et c'est pas moi qui ai décidé qu'en 25 ans, les réseaux de mandataires ont pris 26% de part de marché. Le plus ancien réseau français, c'est Capifrance, qui va fêter l'année prochaine ses 25 ans. Je crois que le second, c'est Optium, qui fête cette année ses 20 ans. Le modèle s'est installé doucement, sérieusement, et c'est le client final qui a décidé que c'était le bon modèle à quel il a fait confiance. Lui, ce qu'il a, s'il a un bien à vendre, il veut travailler avec quelqu'un de sérieux. Et puis derrière, nous, notre rôle, c'est d'amener tous les soutiens, les supports pour que chaque individu qui nous a fait confiance et qui nous a rejoints aille chercher la surperformance. C'est notre position. Baptiste, comment vous abordez la dichotomie, les différents modèles agents, mandataires? D'abord, on est en partenariat avec tout le monde. Nous sommes œcuméniques. On n'a évidemment aucune préférence. Ça, c'est important. Je pense qu'en tant que plateforme, votre objectif, c'est d'être neutre. Ça, c'est évidemment notre fonctionnement repose sur ça, notre proposition de valeur repose sur ça. Après, je pense qu'il faut adapter les produits en fonction de l'utilisateur. Et vous êtes les utilisateurs finaux de nos produits. Vous les consommez d'une certaine manière. C'est vrai qu'un agent et un mandataire peuvent parfois avoir des modes de consommation différents. Donc, par exemple, pour donner une illustration, on travaille beaucoup en ce moment sur une nouvelle version de nos outils professionnels, donc de nos applications mobiles, parce qu'on sait que c'est une grande demande, alors de tout le monde, mais en particulier, on va dire, des mandataires qui sont encore un peu plus nomades, pour que vous puissiez gérer l'intégralité de votre performance, de vos demandes de contact, etc., à partir d'une application qui est plus moderne. Donc évidemment, on le prend en compte, parce que comme le disait Olivier, c'est vrai pour les réseaux de mandataires, y compris les réseaux de mandataires historiques comme Capifrance et Optimum, c'est vrai de manière générale pour tous nos clients. Nous, on va chercher de la surperformance. La surperformance, vous l'avez avec des investissements marketing, avec une politique régionale, mais vous l'avez aussi à travers des outils qui sont performants et qui en fait font que l'utilisation est simple. Vous n'avez pas de temps à perdre sur le terrain pour
Allez-y. On va reparler de tout ça dans 2 minutes. J'essaie de suivre mon conducteur. J'ai une dernière question sur la reprise, Olivier. Est-ce que ça génère des envies nouvelles, plus supplémentaires de travailler dans l'immobilier? Est-ce que vous le sentez au niveau du recrutement? C'est une très bonne question. Donc en 2024, on a eu vraiment, dans nos marques, on a accueilli beaucoup de professionnels de l'immobilier qui avaient été impactés par la fermeture d'environ 2000 agences. Donc ça, c'était un élément très significatif. Je dois avouer que quand on était vraiment dans le dur et que, entre autres, la presse relayait des difficultés sur le marché de l'immobilier, il était plus compliqué pour nos conseillers qui sont globalement honnêtes de recommander à leurs proches de démarrer dans un environnement compliqué. Depuis le début de l'année, on a vraiment une forte recrudescence du recrutement. Et un réseau comme Capifrance a doublé l'année dernière et double à nouveau en ce début d'année le nombre de professionnels expérimentés qui rejoignent le réseau. Donc oui, il y a une vraie attractivité qui revient, particulièrement chez les pros, mais pas que. Donc c'est un secteur qui a toujours énormément attiré, soit parce que j'aime la déco, soit parce que j'aime la pierre, soit parce que je veux travailler en autonomie, soit parce que c'est ma deuxième, troisième transition professionnelle et j'ai envie d'autonomie, d'indépendance. Et donc je choisis l'immobilier et c'est important, un mode de fonctionnement. Je suis mon propre patron, j'insiste parce que c'est la promesse du groupe de les accueillir et de les faire réussir. C'est le sens qu'on donne. Vous avez donc un peu plus de demandes aujourd'hui? Oui, il y a une reprise des demandes. Mais ce qui nous importe surtout, c'est de recruter des talents. Et notre job, c'est de les développer. Je ne vais pas faire de prose, mais pour qu'ils éclosent et qu'eux portent les fruits de leur investissement. Ils amènent beaucoup d'engouement, beaucoup d'énergie. Et on amène énormément de formation, énormément d'outils pour les amener à réussir. Ils sont le moteur du TGV, nous sommes les rails. Et c'est comme ça qu'on fonctionne en équipe au sein du groupe. Et le TGV, c'est quelque chose qui fonctionne bien en France. Ça fonctionne très très bien, on peut en être fier, on en parlait au déjeuner. Alors, toujours à l'heure. Toujours à l'heure. Toujours à l'heure. Alors maintenant, on va passer au partenariat Se Loger, Optimum, Capifrance. Vous travaillez ensemble depuis de nombreuses années. Comment il a évolué ce partenariat au fil du temps, Olivier Colcombet? Alors, moi, j'ai un petit clin d'œil puisque on a toujours été très proche de Se Loger et des différents dirigeants qui se sont succédés. La particularité, c'est qu'à une époque, certains ont tourné le dos à la diffusion de Se Loger. Nous, on est toujours resté très proche des équipes de Se Loger. C'est un partenariat historique. Aujourd'hui, un nouveau DG, ou presque nouveau, donc Baptiste Capron. Il y a de nouveaux challenges. Ici présent. Ici présent, effectivement. On a la joie d'avoir au studio du campus. Et donc, la particularité, c'est qu'on est dans la recherche de la surperformance. Je ne peux pas le dire autrement. L'objectif du groupe, c'est de promettre à minima 2 ou 3 ans de plus par conseiller. Et pour ça, on a surinvesti sur la diffusion. Et oui, certains quittent Se Loger parce qu'ils ont des problèmes de compte de résultats. Moi, j'ai décidé de surinvestir sur Se Loger et sur l'optimisation des contacts qui nous sont livrés, qu'ils soient acquéreurs ou vendeurs. Et nos équipes travaillent actuellement ensemble pour continuer à pousser cette mécanique plus loin. C'est le fameux funnel de conversion. Il est excessivement important que chaque contact puisse devenir une multi-opportunité et non pas un contact, une opportunité. Et c'est ce à quoi nos groupes et nos équipes, et là pour le coup c'est vraiment de la co-construction, les équipes des JTRE, donc Capifrance Optimum, travaillent avec les équipes de Se Loger pour aller chercher le meilleur de ce partenariat. Baptiste, en quoi c'est important pour vous ce partenariat des JTRE? D'abord, c'est un client très exigeant, très fidèle mais très exigeant, et je pense que ça fait progresser tout le monde. Alors exigeant, je pense, sur les négociations, je pense qu'il n'y a pas de mal à le dire. Je peux vous rassurer, les conseillers ici présents sont des négociations où on se dit les choses et où il n'y a pas de... Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Je pense aussi que, comme le disait Olivier, le but c'est de performer. Donc c'est des feedbacks constants qu'on a des équipes chaque semaine pour voir la performance, les demandes de contact par annonce, le taux d'équipement, le taux d'utilisation des équipes. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de travail à faire derrière encore, et des belles choses, parce que quand on regarde vraiment ce qui fait la performance, c'est la manière d'utiliser les outils, c'est la qualité des annonces qui sont mises en ligne. Et donc il y a une démarche de formation,
et d'interaction avec les conseillers via, alors il y a les conventions, il y a les grandes messes comme au Futuroscope ou à Montpellier, mais il y a aussi un petit travail de l'ombre en fait, avec toutes les directions régionales. Je crois qu'on est à 32 réunions cette année déjà, qui est absolument fondamental pour atteindre les niveaux de surperformance, qui est en fait la promesse du réseau pour le conseiller. Et je veux bien rebondir sur ce que disait Baptiste, puisque on a plein de beaux outils. Le vrai complexe, c'est de les optimiser et d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils sont capables de fournir. Et donc, avec la nouvelle organisation de chez SeLoger, il y a un retour aux activités terrain. Ce qui veut dire qu'il y a un planning annuel qui a été dressé pour que les équipes de Baptiste aillent en région pour former, évangéliser, partager ce que chacun des outils que nous leur mettons à disposition eh bien, leur permettent d'aller chercher. Et pour ça, on ne peut pas le faire à leur place, bien évidemment. On parle beaucoup d'exhaustivité des annonces, on parle beaucoup de localisation précise. Enfin, il y a tout un tas d'exigences qu'il est important que chacun de nos conseillers mandataires maîtrise. Et il y a un tour effectivement régional excessivement important des équipes de SeLoger pour aller, pour que nos conseillers domptent un peu mieux tous ces outils pour en tirer le bénéfice. Ça, c'est quelque chose que vous avez co-construit, que vous avez impulsé ? Oui, bah je le dis, c'est des interactions hebdomadaires, une grande proximité avec les équipes, c'est se connaître et passer du temps ensemble. Je tiens à dire aussi que pour nous, c'est très important de comprendre la réalité quotidienne des mandataires, de tous les clients de manière générale, mais ici, évidemment, on parle de mandataires. Et à ce titre, d'ailleurs, on a eu des problèmes techniques récemment parce qu'on a changé de site internet, on a un site internet et une application mobile qui sont beaucoup plus performants, mais dans la migration, il y a eu quelques bugs. Et je tiens à dire, parce que je sais que certains qui nous écoutent ont pu être impactés, que nos équipes sont dessus, qu'on ne minimise pas ce genre de problème et qu'on essaie d'être de plus en plus réactif. On a discuté avec Olivier d'une manière aussi de pouvoir remonter à maille de chaque conseiller tous les problèmes qu'il puisse avoir et d'apporter des solutions très rapides. Donc c'est ça aussi, je pense, la collaboration, si vous voulez, c'est réagir très rapidement. Parce qu'in fine, je pense qu'on a le même client final, qui sont ceux qui nous écoutent, qui est là, et qui recherche qu'une chose, c'est de faire son métier, de rentrer des mandats, et puis surtout de convertir les mandats, parce que je pense qu'aujourd'hui, le vrai sujet, on est plutôt sur un marché qui est encore un marché d'acheteurs, donc d'avoir de la performance, et de pouvoir mettre ses annonces rapidement, et de pouvoir trouver les contacts qui vont convertir rapidement également. Tout à l'heure, vous disiez que vous développiez une application mobile plus performante, notamment pour les mandataires. Alors, il y a deux applications mobiles. Il y a l'application pour la personne qui va chercher à trouver un bien ou à le mettre en vente. Et puis, il y a l'application pro pour les mandataires. Ça tombe bien, on refait les deux. Donc, il y a une nouvelle application pour tout le monde qui est sortie en avril, qui a multiplié par 2 le temps par session. En 2 mots, pourquoi on la sort ? Notre conviction, c'est que la bataille se fait sur les applications. On se bat pour du temps d'écran des gens sur leurs applications. Donc le site internet reste évidemment très important, mais il faut avoir la meilleure app pour pouvoir trouver les bons contacts et pour pouvoir les amener évidemment à nos clients. Et puis d'autre part, les applications pour les pros sont aussi hyper importantes, notamment quand on a des populations aussi nomades et autant, je dirais, en recherche de productivité que les conseillers. Alors maintenant, on va parler du terrain, des attentes des conseillers concrètes, les conseillers immobiliers sur le terrain. Olivier, vous avez sillonné la France régulièrement au fil de l'année pour rencontrer vos conseillers. Qu'est-ce qu'ils vous disent sur le terrain ? Alors déjà, c'est intéressant parce que je rentre de quasiment de 2 semaines avec le top 100 de chacun de mes réseaux. Et donc le live, c'est leurs attentes. Il y a 2 niveaux. Il y a celles qui sont à géométrie variable, puisqu'on est dans un marché très cyclique. Donc une fois je cherche du vendeur, une fois je cherche de l'acquéreur, solvable, je viens de le dire. Donc là déjà c'est changeant. Et ensuite, il y a une partie qui est maximum de visibilité de ce qu'on appelle les DR, les demandes de renseignements. C'est ces demandes que vont faire les internautes, majoritairement acquéreurs, mais pas que. Et ensuite, eh bien, il y a leur capacité à suivre la performance de chacune des annonces. Et ça, c'est plutôt dans leur espace partenaire, espace professionnel. Et donc, les conseillers sont sur ces 2 axes. Ils sont aussi très attachés à leur marque. Donc, ils savent que les investissements sont très significatifs. Et là, pour le coup, on est totalement alignés sur nos intérêts. C'est-à-dire, ce qu'ils recherchent, eux, c'est un maximum de contacts, les contacts les plus qualifiés possibles,
Et ça, c'est un processus d'amélioration, c'est toujours ce fameux tunnel de conversion. Sachant qu'on a un challenge dans ce marché, c'est que je peux être acquéreur ou vendeur, je fais une simulation en janvier, et puis je suis un contact assez froid finalement, puis je vais vraiment me réveiller en juin parce que je vais mettre en vente pour avoir déménagé pour le mois de septembre. Et donc suivre ces contacts, en suivre la chaleur et les qualifier correctement, c'est un challenge permanent. Et nous, au sein du groupe, là, on a signé un CRM qui est ni plus ni moins Salesforce, qui est la référence au niveau mondial, pour, en le simplifiant, mais pour la mettre à disposition de chacun de nos conseillers, pour qu'effectivement ces contacts, je disais tout à l'heure, je n'utilise pas une seule fois, mais je les suis dans la durée. Donc c'est vraiment le challenge, c'est de les nurturer et d'être présent, d'être là, au moment où ils vont décider de vendre, ou au moment où ils vont décider d'acheter. Et le deuxième gros développement que nous faisons, c'est comme on a la chance d'avoir 2 réseaux, et pilotant ces 2 réseaux, il y a un moment où on fait des rapprochements, acquéreur vers le bien et bien vers l'acquéreur. Et pour ça, l'objectif, c'est je cherche un terrain à Limoges ou à Lille, il faut que je propose tous les terrains qu'on peut avoir dans le portefeuille. Celui du contact avec qui je suis, du conseiller, qui est ma relation commerciale, mais aussi ceux de toute la force de vente qui est derrière moi, qui sont ceux de ma marque ou les cousins, comme on les appelle, quand on fait du croisé, Capifrance Optimum. Et ça, c'est des moulinettes qui avant n'étaient pas automatiques, qu'on rend automatiques afin que quand j'ouvre mon écran, eh bien, j'ai mes opportunités de business et ça va tout à fait dans la continuité des leads, des demandes de renseignements qu'on peut obtenir d'un partenaire comme Se Loger. Ces moulinettes, finalement, c'est assez proche de ce que vous faites vous aussi, non? Oui, c'est notre cœur de métier. C'est notre cœur de métier. Là, je pense qu'il y a un enjeu fondamental qui est la qualité. Donc, d'ailleurs, moi, quand je suis arrivé, je voyais qu'il y avait une tentation d'aller un peu vers la bataille de la quantité, c'est-à-dire, grosso modo, faire venir un maximum de personnes, mais qui ne sont pas vraiment intentionnistes. Donc, ça fait gonfler vos chiffres, et ça ne sert à rien. Ça fait perdre du temps, même, je dirais, aux mandataires et aux agents. Donc, nous, on a vraiment un objectif qui est de rester, on l'est pour 8 Français sur 10, la référence en matière d'immobilier, c'est-à-dire que quand je commence à avoir une intention, je veux vendre, je veux acheter, etc., ça déclenche un réflexe, et que les gens ensuite aillent sur notre site. Ensuite, tout le travail, c'est que ces gens convertissent. Et je ne peux que redire, d'ailleurs, mon message tout à l'heure, ce qu'on voit, c'est vraiment, il y a une corrélation très, très forte avec la qualité des annonces. Donc, la capacité à bien renseigner le texte, à mettre les bonnes photos, à pouvoir utiliser les outils, les boosts, etc., au bon moment est fondamental pour la performance. C'est la corrélation principale que je vois. On a un vrai moteur de recherche assez neutre. Il n'y a pas de gens derrière qui le pilotent, il n'y a pas beaucoup de règles. Vous seriez d'ailleurs surpris de voir la simplicité de la machine. Donc ce qui compte vraiment, c'est l'utilisation qu'on a de l'outil une fois qu'on a fait venir des gens qui sont encore une fois motivés, qui ne sont pas ce qu'on appelle chez nous en interne des touristes. Est-ce que je me trompe si je dis qu'on n'a pas la même perception de Se Loger selon qu'on soit à Paris ou au fin fond d'une région de Rodez J'ai celui de répondre. Non, mais tu donneras tes chiffres parce que c'est ceux de Se Loger, mais c'est une évidence, et j'en parlais encore la semaine dernière, le Paris est très, très Se Loger driven, très, très dépendant, entre guillemets, de Se Loger. Et ce qui est moins vrai de certaines régions de France. Et là, il y a d'autres sites concurrents dont on taira le nom. Mais ce qui me semble important pour tous nos conseillers et tous ceux qui nous écoutent, c'est que Baptiste donne quelques taux, mais surtout précise que c'était l'objet du comité de direction que nous avons ce matin, dont il était l'invité. C'était aussi de nous exposer les voies, la vision qu'il a et sa feuille de route pour rééquilibrer d'une façon ou d'une autre ce petit déséquilibre entre Paris et la province. Ouais. On a hâte d'en savoir plus. Ouais, je pense que c'est un marché qui est polarisé, probablement, c'est le bon terme. C'est pas que Paris, on va dire, c'est vrai qu'on a une prédominance dans les grandes villes, dans les métropoles, et qu'on a une part de marché qui est moyenne, voire parfois mauvaise, je n'hésite pas à le dire, dans certaines zones. Donc je pense que c'est d'ailleurs, tout le monde connaît cet état de fait, c'est ça qui fait aussi la richesse des réseaux qui proposent toutes les options à leurs clients. Maintenant, nous, notre position, elle est évidemment de se renforcer et de casser cette polarisation. On le fait en augmentant les dépenses marketing de 25%. C'est pas neutre parce que le marketing, c'est pas
ça ne marche pas sur ce secteur en faisant un coup, un an, et puis après on arrête. Il n'y a que la constance qui paye. Mais on a décidé, sur un plan plutôt à long terme, d'augmenter significativement ces investissements. On le fait en renforçant la présence commerciale terrain, parce que si vous augmentez les dépenses dans une ville, ça ne sert rigoureusement à rien si au même moment vous n'allez pas essayer de capter plus de parts de marché d'inventaire. Donc ça passe aussi par rencontrer tous ces clients, tous les agents, tous les conseillers, afin de pouvoir effectivement, sur des régions qu'on estime stratégiques pour nos clients, parce que c'est là où il y a le plus de prospects, c'est là où il y a le plus de business à faire, être meilleur qu'aujourd'hui et atteindre une position qui est beaucoup plus homogène sur l'ensemble du territoire. Olivier, vous revenez sur l'organisation de vos réunions en région avec Se Loger? Ah oui, alors en fait, dans mes deux réseaux, soit j'ai des coachs, à 45 chez Capifrance, soit j'ai des responsables régionaux chez Optio. Les uns sont indépendants, tous rémunérés bien évidemment, et les autres sont salariés. Et globalement, chaque semaine, on a des réunions en région pour animer les équipes régionales. C'est vraiment un investissement important pour le groupe, en hommes, en moyens, et pour aller chercher cette performance. Et donc, il y a un plan, et les équipes de nos partenaires, Se Loger ici, sont invités pour venir présenter. Donc, Se Loger a des équipes on va les appeler des commerciaux, terrain, qui se déplacent dans toutes les villes de France pour venir partager lors de ces réunions les trucs et astuces, la performance, les stats régionales, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Il y a des points sur lesquels on a clairement besoin que nos conseillers aillent plus loin, investissent plus, pour récolter un maximum de contacts, parce que on ne parle que de contacts, mais moi ce qui m'intéresse, et c'était le petit clin d'œil de Baptiste entre qualité et quantité, il y a une petite course à l'échalote de dire on touche X millions de personnes de vues chaque mois. Tout le monde a fait des records chaque mois, je ne sais pas si voilà, et c'est un KPI en fait qui ne m'intéresse pas, parce que c'est un KPI qui ne tient pas compte de la qualité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que il y a 20 ans, on courait après un bien avait 30 visites. Aujourd'hui, plus personne ne veut perdre son temps à visiter des biens dans tous les sens. Donc, la qualification est de plus en plus importante. Eh bien, elle démarre avec les visiteurs des sites. Se Loger est plutôt un site avec des Français qui sont plus engagés dans leur parcours d'acquisition. Il faut continuer dans ce sens-là pour amener de la qualité à nos conseillers. C'est ce qu'on travaille avec toute l'équipe de la diffusion chez nous, Emmanuel, Ludivine et tous ceux qui sont là autour. Et on renforce sérieusement la dimension motrice des équipes d'animation en collaboration avec les équipes d'animation de Se Loger. Baptiste, qu'est-ce que vous dites aux conseillers qui nous écoutent pour surperformer, utiliser au mieux les outils Se Loger? Déjà, attendez-vous à nous voir, parce que, comme le disait à l'instant Olivier, on passe de plus en plus en région et ça ne va faire que s'accentuer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Venez aux conventions, effectivement, qui sont aussi des grands moments où on peut avoir le temps de bien se former, un moment en plus en présentiel, etc. Je pense qu'après, la clé, je redis des messages que j'ai déjà exprimés, mais c'est vraiment d'abord de travailler la qualité des annonces, donc les photos, le texte, etc. Et ensuite de bien utiliser les différents outils qui permettent d'optimiser, notamment lorsque vous avez souscrit à des options comme les boosts, ou d'autres formes d'options qui permettent d'améliorer la visibilité. Et ensuite, se rappeler simplement que nous, on travaille pour vous. Donc, lorsqu'il y a un problème ou lorsqu'on ne pense pas bien utiliser un outil, lorsqu'on pense qu'on peut faire mieux, il suffit de lever la main, parce que moi, ma promesse, c'est qu'on réponde. Et bien voilà, on est là pour vous répondre. D'ailleurs, continuez à nous poser des questions. On y répondra à la fin, d'ici une vingtaine de minutes. Alors maintenant, on va parler des outils de l'innovation, de l'IA. On va essayer d'y voir clair sur les innovations qui nous attendent et que vous nous préparez. Olivier, c'est quoi les attentes des mandataires? Alors, déjà, je voudrais recaler un peu le sujet, puisqu'on parle beaucoup de l'IA, mais enfin, en fait, on confond beaucoup, qui puisse dans le monde de l'immobilier, ChatGPT et l'IA. Donc, il y a quelques années, on parlait des algorithmes. Aujourd'hui, on parle de l'IA, de l'IA, de l'IA. Nous, la vocation, c'est pas de parler de l'IA, c'est d'en mettre dans tous les outils qu'on livre. Mais quand l'IA est bien utilisée, on n'en parle pas. Ça facilite toute l'expérience de l'utilisateur. On vient de ressortir, et on a 250 conseillers qui testent en ce moment, de nouveaux rapports d'estimation. C'est truffé d'IA, on n'en parle jamais, peut-être qu'on devrait en parler plus d'ailleurs, mais ça permet de collecter bon nombre d'informations, de statistiques, de biens,
pour enrichir le rapport d'estimation qui, lui, va être présenté, bien évidemment, au client vendeur pour entrer un mandat. Donc, de l'IA, on en a dans tout ce qu'on fait. Après, il y a des éléments, mettre un peu plus d'IA, par exemple, pour corriger les fautes d'orthographe ou la syntaxe d'un texte. C'est évident que chacun peut le faire par ChatGPT, où on pourrait l'embarquer. Aujourd'hui, il n'est pas embarqué actuellement clairement dans nos outils de rédaction, mais c'est quelque chose où la retouche des images, enfin, il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait mettre. Donc l'IA va venir soutenir. Moi, je garde ma vision que c'est un métier digital, physique et digital. Plus on mettra d'IA, plus il faudra que la relation physique, l'empathie, la bonne connaissance de son secteur, tout ce qui permet d'amener de la valeur ajoutée au client final, qu'il soit vendeur ou acquéreur, la découverte d'un acquéreur, c'est clé. Ce n'est pas l'IA qui va la faire. Donc l'IA vient soutenir nos conseillers. Récemment, j'étais avec une conseillère Capifrance du nord-est de la France qui est partie 3 mois. Elle se reconnaîtra et elle est revenue après 3 mois. Et je lui ai posé la question. Elle me dit, je suis revenue parce que chez Capifrance, j'avais 30% de temps consacré à l'administratif en moins. Et ce 30%, je le dédiais à mes clients, ou à faire du sport, ou m'occuper de mes enfants. Et donc, c'est ça l'IA pour moi. C'est comment je vais faciliter et réduire les goulots d'étranglement et les parties rébarbatives ou les erreurs, style faute d'orthographe, pour me déployer et mieux soutenir mes clients, acheteurs, vendeurs, pour accélérer et aboutir plus rapidement à une transaction qui est le nerf de la guerre, puisque c'est le revenu de nos conseillers. Donc c'est comme ça qu'on voit l'IA au sein de Digiterol. On n'en parle probablement pas assez, mais sachez qu'elle est très présente et ça ne va que s'accélérer. C'est dans la boîte noire Digiterol. C'est dans la boîte noire. Voilà. Ceux qui en parlent, souvent, ils ont besoin d'en parler parce qu'ils l'implémentent le moins. Ben, nous, on essaye de ne pas en parler, mais on a rajouté un maximum dans nos dispositifs. Baptiste, est-ce que vous en parlez, vous, de l'IA? C'est un webinaire réalisé par l'IA, d'ailleurs. Là. Oui, tout est IA. D'ailleurs. Ouais. Mais vous êtes là en réel, hein, ce n'est pas des hologrammes. Non, pas encore. Ou alors, bien sûr, on en parle. Déjà, on n'a pas exactement la même position parce que dans la chaîne de valeur, on est ailleurs. Je comprends, je suis 100% d'accord avec ce que vient de dire Olivier. Notamment sur les métiers fondamentaux, on est sur un marché qui est humain, humain et local. Donc je ne vois pas. L'IA va venir augmenter un tas de trucs, mais ne va pas remplacer quoi que ce soit. Alors, par contre, je discutais avec un agent l'autre jour qui me disait, mais vous, ça va vous remplacer, donc ça c'est bien, comme ça il n'y aura plus de portail, on aura enfin la paix. Et ce qui est une question qui est très légitime, je trouve, en fait. Alors, moi, ma vision, ça va vous surprendre, c'est que non, ça ne va pas nous remplacer. Je pense qu'il y a plusieurs points. Le premier truc, c'est quand on regarde, en fait, la recherche immobilière, je pense que ce que les gens cherchent, ce n'est pas la rapidité ou la convenience, comme on dit en anglais. Je pense qu'ils cherchent avant tout la profondeur, ils cherchent la réassurance, ils cherchent de la donnée unique, etc. Et d'ailleurs, de fait, IA ou pas IA, je pense que dans le boulot des portails, en tout cas c'est le boulot de Se Loger en tant que premier portail spécialiste dans les prochaines années, c'est d'aller renforcer cette profondeur. Il y a plein de données qu'on n'a pas encore quand on recherche. Et les agents, les conseillers sont là pour les apporter, mais parfois ils ne les ont pas eux-mêmes, etc. Donc il y a plein de trucs qu'on peut faire pour justement améliorer la qualité dont on parlait, pour que la personne qui arrive au rendez-vous soit encore plus informée. Et je veux dire, ce n'est pas nécessairement de l'IA. Pourtant, l'IA comme la technologie, c'est aussi une façon d'être scalable, donc d'être capable d'amener une prestation haut niveau un plus grand nombre, y compris des conseillers qui sont apprenants, qui sont sur le démarrage. Et donc là, bien évidemment, il y a plein de solutions qui vont accélérer leur démarrage et les mettre dans une position. Et je prendrai un exemple, quand on parlait du web, de la capacité, on disait ça va accélérer les transactions de particulier à particulier. La dernière étude, SpayFop d'ailleurs, c'est maintenant Harris Interactive Optimum qui est sortie en avril, où Ariane, tu nous as fait le plaisir de ta présence pour la conférence de presse, montre qu'en 10 ans, on a gagné 11 points. 11 points sur le PAP. Donc les 10 dernières années, le nombre de transactions faites de particulier à particulier a baissé, et sérieusement baissé. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus complexe.
vais pas rentrer dans les détails d'Allure et les autres exigences professionnelles, mais les exigences sont plus nombreuses. Les enjeux financiers, les biens immobiliers ayant quand même majoritairement augmenté et plus vite que le pouvoir d'achat des Français, le poids de l'investissement dans l'épargne des ménages, c'est le sujet numéro 1. Donc ça renforce. La mobilité, je bouge plus, donc je ne connais pas le secteur sur lequel je veux investir. Et le risque aussi, bien évidemment. Le risque, alors, je ne veux pas stigmatiser, mais la sécurité, si je ne suis pas dans le bon quartier, c'est un risque. Les écoles, ce n'est pas le bon niveau. Donc on voit que l'exigence des Français autour de l'actif immobilier est en très forte progression. La dernière étude Harris, donc qui a 1 mois et demi, elle démontre par exemple qu'il y a un renforcement du choix de l'adresse pour les écoles et pour le transport. C'est assez étonnant parce qu'on ne s'attendrait pas à ça. En fait, pour le transport, c'est simple. Les grandes villes sont totalement congestionnées. Si je ne suis pas sur la bonne ligne de métro ou si je ne peux pas aller à l'école à pied ou à mon bureau, ça sera de plus en plus compliqué. Et donc, sur des choses qui sont historiques, on disait toujours l'emplacement. Il s'avère qu'on ne dit plus l'emplacement, mais on dit proximité de l'école, capacité à être bien connecté sur les réseaux bus, métro, ou que sais-je, ou autoroute si je suis en campagne. Donc voilà, donc ça c'est excessivement intéressant parce que l'IA nous permet d'analyser ça excessivement rapidement, ou les algorithmes comme vous voulez, et de le livrer au client final ou au conseiller pour pousser leur devoir de conseil, leur exigence au service de leurs clients. Et c'est ça ce qui nous intéresse. Ça rend tout le monde plus intelligent ? Alors, tout à fait. Non, mais je souscris totalement. D'ailleurs, on voit que les recherches par temps de trajet, qui sont sur nos sites, vous pouvez essayer, ça augmente énormément. Mais je fais le lien avec ce que je disais et le message aussi que j'ai pour les conseillers sur la qualité. Je crois que l'IA va augmenter le travail des agents. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, donc nous, ça va être le cas dans les prochaines semaines, vous allez avoir, et c'est pas unique, je pense que mes concurrents l'auront, etc. Vous allez avoir le ChatGPT sur le site, donc grosso modo, une IA conversationnelle qui permet de dire, au lieu de faire des filtres, etc., de cocher des cases, vous allez dire je cherche 1-2 pièces, j'ai un jeune couple, on va avoir un enfant bientôt, etc. Et j'aime le soleil. Bon, ça va vous faire ça va aller chercher en fait dans le texte que vous mettez. D'où l'importance du texte. Je pense que dans le futur, c'est un truc qu'on regarde beaucoup et sur lequel on accélère, ça va se faire sur les images. C'est-à-dire que ça va pas non seulement analyser le texte, mais vous allez être capable d'exprimer en langage naturel quelque chose qui va aller chercher dans vos images. Il y a le portable Monsieur Colcombet, le téléphone. Et c'est, donc je pense que là c'est important parce que je pense que les gens ne vont pas nécessairement faire leur recherche sur ChatGPT, mais ils vont avoir des attentes en allant sur des applications ou des sites immobiliers de consommation et de recherche qui sont propres à ChatGPT. Ou à Google, parce que Google va changer aussi, comme Google va devenir une forme de ChatGPT. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est-à-dire que le prompt, qui est quand même un art, l'art du prompt. Donc, l'art du prompt, c'est la capacité à bien formaliser sa demande à ChatGPT, comme vous le savez, mais je préfère répéter. C'est pas si simple. Donc, avoir... Non, mais c'est frère, Vous êtes ultra demandé. Ouais, je suis désolé, pourtant je suis sur avion. Excusez-moi. Donc voilà, donc le prompt, c'est aussi un art. Vous le testerez selon la façon dont vous tournez votre demande. Ça change tout et la réponse est plus ou moins pertinente. Donc ça, c'est quelque chose qui est à maîtriser. C'est pas très compliqué, mais il faut s'entraîner un petit peu. Vous allez former vos conseillers à ça ? Le prompt, je ne crois pas qu'on ait fait de formation, mais s'ils ont besoin, qu'ils lèvent la main et on sera ravis de le mettre en œuvre parce que c'est intéressant. Alors pour ceux qui me le promptent, vous pouvez aller sur ChatGPT, vous avez un GPT Store, il y a un truc qui s'appelle Prompt Engineer. Et en fait, c'est un entraîneur et ça vous donne pour n'importe quelle demande le bon prompt. Ça peut être très utile pour écrire des descriptions de biens, ça peut être très utile pour organiser un certain nombre de tâches également. Bon, mais ça, c'est le bonus de Baptiste. C'est pas commercialisé par Se Loger. Est-ce que l'IA, ça va améliorer la performance des leads ? Est-ce qu'on peut s'attendre à ça ou pas ? En toute logique, meilleur qualif, donc une meilleure proposition de valeur, on va dire une meilleure annonce, égale un acheteur qui match. Moi, spontanément, je dirais oui. Je ne vois pas en quoi ça pourrait dégrader la qualité. Ça, à mon sens, ça ne peut que l'améliorer. Ça en améliore la tournure,
Moi, j'ai testé sur des différentes annonces que j'ai faites et j'ai vu des textes incroyables. Et puis ensuite, je me suis amusé à faire changer de style et c'était remarquable. Donc, par exemple, je pense au Luxe et Prestige qui ont des tournures un peu plus sophistiquées. Ça va très vite, mais ne pas se tromper non plus parce que on voit des annonces qui ont des textes longs comme ça, entre autres en Luxe et Prestige. Catastrophe. Alors bien sûr que l'IA, elle vous pond tout ce que vous voulez avec des pleines pages, mais qu'on ne se trompe pas. Qu'attend le client final? C'est toujours pareil. Et là c'est quand même ce qu'on appelle le discernement, parce que l'IA ne va pas tenir compte de ceci. Mais si vous lui dites en 7 lignes, il va vous sortir en 7 lignes. Si vous ne donnez pas de limite et vous parlez, il va vous en faire 3 pages. Mais je pense que votre question, en fait, le truc important, c'est que l'indicateur de succès, ce n'est pas le nombre de trucs qu'il y a à implémenter. L'indicateur de succès, c'est est-ce qu'on a augmenté la qualité ou est-ce qu'on augmente la conversion. Donc c'est à ça qu'on va mesurer. Et il y a une notion de temps. Il y a une notion de temps. Ouais. Est-ce que si tout le monde fait de l'IA de la même façon, finalement, rien ne va bouger? Moi, j'ai plutôt une grande question au niveau de l'IA n'est efficace que par rapport à l'information qu'elle a pu ingurgiter. Donc pendant des années, on a amené de l'information, on tape dans ses bases, et donc on a très rapidement un ChatGPT tout neuf qui est très pertinent alors qu'il n'a pas beaucoup d'ancienneté, si je puis dire, en termes d'utilisateurs. Maintenant, si on fait de l'IA en permanence, on peut se dire qu'il y a un moment, on tourne en rond sur l'information. Et moi, j'ai un fils qui est dans le top 5 des utilisateurs mondiaux, donc qui est vraiment hyper chevronné, et il me dit que lui, il passe par différentes sources pour contrôler la pertinence de ce qui est fourni par les outils. Bien sûr, en plus, il est que sur des outils premium qui sont payants, mais il y a un moment où, pour ne pas recycler tout le temps la même info, oui, il pourrait y avoir un challenge, mais j'imagine que d'ici là, la technologie va s'améliorer. Et puis, comme par ailleurs, on suit tout ce que font les internautes dans leur pérégrination sur le web, probablement ça va continuer à l'enrichir. Mais le risque pourrait être que de redonner l'info qu'il n'y a plus, et puis au fur et à mesure... que le système tourne sur lui-même dans le vide, peut-être. Voilà. Bon, j'en sais rien, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est des sujets qu'on voit passer souvent. Et comment je garde, et moi je crois qu'à nouveau, c'est par l'excellence humaine qu'on va conserver la relation client et que l'IA va simplement enrichir pour amener la bonne prestation. Et il y a des choses hyper basiques dans l'immobilier. Tu parlais des écoles, on peut parler, je sais pas, des cinémas, de tout ça. Ça tourne, les restos, les CSP dans un quartier, tout ça, ça évolue. Il va bien falloir qu'on continue à enrichir nos bases. Ouais. Moi, mon fils n'est pas encore assez grand pour être... heureusement, c'est un top 5 mondial. Non, mais c'est vraiment intéressant. Mais le conseil que je peux donner, c'est... D'ailleurs, je lisais une étude sur un tas de dirigeants dans l'immobilier. Et la question, c'était est-ce que vous pensez que l'IA va révolutionner ou pas? Et puis, donc, c'était de 4, oui, tout à fait, à 0, enfin, à 1, pas du tout. Et puis, c'était 25, 25, 25, 25. Ah oui, j'ai vu ça. Donc en fait, je pense qu'il y a un exercice d'humilité qui est, en fait, on sait qu'on ne sait pas. Ouais. Et moi, le conseil que je peux vous donner, moi, c'est un conseil pour nous, c'est nous, on se concentre sur les fondamentaux. Donc si ça sert, très bien. Sinon, vous savez quoi, on va plus investir en marketing, on va plus investir dans les choses qui sont de la donnée qu'on recherche, des potentiels acquéreurs, comme ça, on vous les amènera sur un plateau. De l'autre, c'est vous, moi, mon conseil, c'est pas attendre que vos entreprises, si avancées soient-elles, vous fournissent tous les outils, il faut utiliser soi-même pour comprendre comment le mieux utiliser. Donc, allez faire vos propres tests, utilisez-le dans vos métiers au quotidien, et puis vous ferez aussi votre raisonnement là-dessus. Faites marcher. Et votre expérience, ouais. Ben, merci beaucoup. Bon, ce live touche à sa fin. On a quand même quelques minutes pour prendre des questions. Mathilde en régie. Oui, Mathilde en régie, vous avez des questions? Bonjour Ariane, oui absolument, j'ai des questions pour vous Baptiste et Olivier, bonjour. Baptiste, je vais commencer avec vous. Quel est l'avantage et le bénéfice pour un conseiller de se créer un compte chez Se Loger Pro? Chez Se Loger Pro, vous allez pouvoir accéder à un tas de statistiques pour mieux gérer en fait simplement la performance de la solution que vous employez. Évidemment, vous le savez, quand vous êtes conseiller, vous avez le pack de base auquel vous avez souscrit auprès de Digitré, mais vous avez également l'opportunité de consommer des options additionnelles. On a des équipes commerciales qui sont dédiées à cela pour pouvoir, en fonction de... Parce qu'évidemment, on le sait,
peuvent avoir des besoins très très différents. Il y en a qui sont actifs tout le temps, il y en a qui sont actifs un peu. Il y en a qui n'ont pas de problème de compétition dans leur chalandise, d'autres complètement, etc. Donc, pour pouvoir personnaliser les options qui sont mises à votre disposition. Et donc ça vous permet aussi de mieux piloter ces choses-là. Et comme on le disait tout à l'heure sur l'utilisation, encore une fois, l'utilisation c'est la clé pour performer. Mon conseil est de se créer toujours des comptes. Merci. Super, merci beaucoup. Olivier, quelle est votre vision du modèle conseiller indépendant versus les agences et quel impact y voyez-vous en termes de diffusion? Alors, le client final, je crois qu'il a... C'est pas son souci, son sujet de savoir si je suis rattaché à une agence physique ou à un réseau d'agents mandataires. D'ailleurs, en France, il y a plus de la moitié des mandataires qui sont rattachés à des agences physiques. Parce que beaucoup de nos concitoyens ne savent pas. Ils pensent que ce sont des salariés. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, en termes de diffusion, c'est un sujet, et Baptiste l'a dit avec politesse, on s'est vraiment foutu sur la tronche pendant 4-5 mois. Il n'empêche pas qu'aujourd'hui, on construit ensemble pour aller chercher le meilleur des solutions pour lesquelles nous avons opté. Et là, nous avons la chance, en termes de groupe, de représenter 4700 conseillers, et donc d'avoir probablement, j'espère, une meilleure attention de nos partenaires, ici Se Loger, mais aussi des dispositifs que l'on n'aurait pas. Et donc, de ce que je vois et rencontre, et je suis administrateur à l'UNIS, je vois qu'une petite agence locale, c'est excessivement complexe pour elle de maîtriser sa diffusion. Et je ne reviens pas sur son PNL et les coûts, je parle simplement de la maîtriser, la difficulté de maîtriser la data, tous les outils technologiques. Et donc, oui, il est plus simple, et d'ailleurs c'est notre position, d'avoir des top guns en interne collaborateurs pour accompagner nos conseillers. Seul devant la techno et les outils, c'est compliqué. Moi, je dénigre personne, il y a de la place pour tout le monde, mais il est un fait que dans la diffusion, un grand nombre d'agences se sont retirées en raison du coût, et donc ça nous a donné une surexposition, tant mieux, et certains nous rejoignent pour ça, parce que un des dispositifs majeurs et notre stratégie chez Digiterhub, pour Capi France et Optium, c'est de surinvestir la technologie. On est en pleine refonte de tous nos outils et de surinvestir, j'espère de tout court, investir pour aller chercher la surinvestissement et la surperformance chez nos partenaires de la diffusion. Et on le voit tant pour les biens traditionnels que pour le commerce, que pour le neuf, le viager ou encore luxe et prestige, qui sont des segments sur lesquels on est bien positionné. D'accord, merci Olivier. Baptiste, une nouvelle question pour vous. Donc, les particuliers peuvent publier des annonces sur Se Loger. Quelle est votre stratégie vis-à-vis du dépôt d'annonces des particuliers? Merci pour cette question. Alors, donc vaste sujet. Donc, je rappelle les fondamentaux qui sont, je pense, hyper importants. La vision dans le futur, c'est que vous n'allez pas jongler entre plusieurs apps ou plusieurs sites internet pour avoir tout l'inventaire. Donc, en tant que portail, notre stratégie, c'est d'avoir un maximum d'inventaire. Je rappelle qu'on est leader d'assez loin d'ailleurs sur l'inventaire professionnel, mais nous ne sommes pas leader sur l'inventaire particulier. Pourquoi c'est un problème? En fait, si les gens vont sur plusieurs sites, ça coûte plus d'argent de les faire venir. Du coup, on a des longs mois d'engueulade avec Olivier. Non, je plaisante. Mais 4-5 mois on a 4-5 mois. Je pensais que c'était moins, mais on a non, mais il y a un sujet qui est de faire venir les gens, parce que plus on fait venir les gens, plus ça apporte du business pour vous, en fait. Et donc, c'est ça la stratégie, que ce soit du business vendeur ou acheteur. Parce qu'en fait, même quand quelqu'un vient pour au début poster son bien, au même moment, il cherche. Donc, je veux dire, tout ça est lié. Maintenant, quelle est la stratégie particulière versus professionnelle? Il est clair et net que les pros sont toujours privilégiés sur nos sites internet. Donc, les particuliers, c'est une stratégie d'inventaire qui n'a pas vocation à générer un manque de visibilité pour les pros, et bien au contraire, qui a vocation à améliorer la performance, parce qu'in fine, ça crée un cercle vertueux. Ouais, et je m'aventure à dire que j'ai plutôt l'impression que Se Loger est allé sur le territoire du pape, particulier au particulier, pour challenger un autre grand de la diffusion qui pourrait avoir, ou qui aurait pu avoir accès à une plus grosse exhaustivité de l'offre. Et pour moi, quand je suis rentré dans cette profession, ce qui m'a marqué, c'est qu'il fallait faire plusieurs sites pour avoir une bonne appréciation des biens à la vente. Voilà. Et un agrégateur s'est lancé,
Bon, il siphonnait toutes les annonces, donc il s'est fait attaquer par Le Bon Coin et Se Loger. Et on voit qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, alors que ça fonctionne très très bien dans le voyage, et on en parlait ce matin. Donc il y a un challenge là, de mettre à disposition de l'acquéreur 100% des biens disponibles à la vente sur le territoire français. Et ça, c'est un challenge de tous les diffuseurs, et probablement auquel fait face Se Loger, bien évidemment. D'accord, merci beaucoup. Et en parlant de portails de diffusion, une question encore pour vous, Baptiste. Beaucoup de nouveaux portails de diffusion arrivent sur le marché avec un fort niveau technologique. Comment comptez-vous rester dans la course ? En travaillant les fondamentaux dont on a parlé, on reste de loin le portail qui est, on va dire, le plus gros investisseur en termes de marketing et de technologie. Donc sur le marketing, c'est de faire des investissements qui sont constants. Vous pouvez arriver sur le marché, mais si vous n'investissez pas, votre performance ne va pas durer et il faut investir plusieurs années. Nous, on est présents depuis plus de 25 ans dans l'immobilier et on continue de mettre à chaque année sur la table le plus gros chèque pour le marché et pour nos clients. Et puis par ailleurs, technologiquement, c'est ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut investir technologiquement sur les bons sujets. Les bons sujets, c'est d'abord les fondamentaux. Okay, donc je fais venir des gens qui sont qualifiés, je les convertis bien pour le faire gagner en conversion, en productivité pour l'agent. Et puis après, c'est d'utiliser ce qui sort sur le marché en termes d'IA à bon escient et toujours avec l'idée de générer plus de performance et évidemment d'inventaire aussi, puisqu'on en parlait à l'instant, c'est une des clés. Je crois qu'il est l'heure de conclure, Olivier. Eh bien, merci à tous nos auditeurs. Merci Ariane pour ton accompagnement. Et bien évidemment, merci Baptiste pour avoir représenté ici Se Loger au cours de cette heure d'échange qui, j'espère, vous a enrichi et que vous partirez plus armés pour votre quotidien et pour la compréhension de l'écosystème dans lequel vous, professionnels immobiliers, nagez, surnagez et allez chercher cette surperformance qu'on vous souhaite au sein du groupe. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous d'avoir été avec nous. Et puis, vous pouvez retrouver ce live en replay sur Optimum et Capifrance, tous les réseaux Facebook, sociaux. tous les grands TF1. TF1, M6. On vous envoie tout ça. Un grand merci à tous. Bonne semaine et à très vite. Merci. Merci. Merci.